Il me revient le soin de présenter le cadre général, un peu théorique, dans lequel s'inscrit la médiation préalable obligatoire. Et donc, je vais essayer, dans la mesure du possible, de ne pas être trop bavard. C'est vrai que les universitaires, on a le défaut de penser qu'on se trouve toujours devant un amphithéâtre d'étudiants auquel il s'agit de dispenser la bonne parole. Alors donc, la médiation préalable obligatoire, c'est un mode alternatif de règlement des litiges ou de règlement des différends. Alors, il convient peut-être au préalable de préciser un peu ces termes. On parle d'un mode, et d'ailleurs on pourrait même très largement parler d'une mode, tant on cherche aujourd'hui à promouvoir les modes alternatifs de règlement des litiges. Donc ça veut dire que c'est un moyen parmi d'autres de résoudre des conflits. Il est alternatif parce qu'il s'agit, pour l'essentiel en ce qui nous concerne, de résoudre un conflit en dehors de la juridiction administrative. Il s'agit de régler ce conflit, puisque à l'issue de cette médiation, il va s'agir de rédiger une convention par laquelle les deux parties s'entendent sur les termes de cette résolution. Et enfin, on parle d'un conflit ou d'un différend. En vérité, les différences entre ces deux termes sont assez subtiles. L'idée simplement consiste à dire que devant le médiateur comme devant le juge, on va résoudre finalement un conflit entre une personne privée et une personne publique qui concerne finalement des divergences quant à l'application d'une règle de droit. Donc la médiation préalable est l'un des modes alternatifs de règlement des litiges et qui tend à être très largement promu aujourd'hui. Et il s'agit précisément de voir comment la loi du 18 novembre 2016, dite de modernisation de la justice, justement pourrait offrir un nouvel élan à la médiation administrative, et notamment au moyen de la médiation préalable obligatoire. Donc moi, ce que je voudrais pour présenter ce dispositif, c'est peut-être tout simplement répondre à trois questions. D'abord, essayer de savoir d'où nous vient ce dispositif, en quelque sorte. Ensuite, essayer de voir comment il se présente à nous, quelle est son économie générale, et puis essayer de voir quelles sont les perspectives, les chances de succès et les conditions du succès de la médiation préalable obligatoire. Donc d'abord, peut-être quelques mots sur les raisons pour lesquelles on promeut aujourd'hui la médiation, et en particulier la médiation préalable obligatoire. Alors, elle est finalement cette loi de novembre 2016 qui a rénové le régime de la médiation et d'ailleurs créé un nouveau régime juridique de la médiation, finalement, est le produit et le fruit d'un long processus de maturation des modes alternatifs de règlement des litiges, puisque depuis 1987 au moins, on pourrait même remonter un peu plus loin, on a eu de cesse que de vouloir justement promouvoir en droit public, dans les litiges administratifs, les modes alternatifs de règlement des litiges. Alors pour quelles raisons pour deux raisons essentiellement. La médiation et les autres modes alternatifs de règlement des litiges sont apparus comme le meilleur moyen de prévenir les conflits et donc d'une certaine manière de désencombrer le prétoire du juge administratif. De ce point de vue-là, c'est assez intéressant d'observer que les justiciables, et en particulier peut-être les agents publics, parce qu'ils ont culturellement peut-être acquis et entretenu cette culture du conflit, pensent que le juge est le mieux placé pour résoudre leurs différends, leurs litiges. Et c'est vrai que très souvent, le justiciable a confiance dans la justice parce que le juge est réputé indépendant, impartial, il dispose d'un certain nombre de compétences, de pouvoirs par lesquels il va pouvoir vider le litige, par lesquels il va pouvoir imposer sa décision. Et donc, pour beaucoup de raisons, en vérité, qui tiennent aussi à l'effet cathartique du procès, parce que le procès, il a le don d'apaiser finalement les conflits. Pour toutes ces raisons, voilà, on entretient l'idée selon laquelle le juge est le mieux placé pour défendre ses intérêts. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles la juridiction administrative est victime de son succès, puisqu'elle est toujours et encore encombrée. D'ailleurs, c'est un peu toute l'histoire de
la juridiction administrative, parce qu'elle a toujours lutté contre son encombrement. Et donc on a souvent présenté les modes alternatifs de règlement des litiges comme un moyen d'éviter le recours au juge, de désencombrer le prétoire du juge. Et justement, toute la question elle est celle de savoir si on a pensé et présenté ces modes alternatifs comme uniquement le moyen d'éviter le juge ou comme le moyen de mieux résoudre les conflits. C'est l'une des questions qu'on peut se poser. Toujours est-il que c'est sans doute l'une des raisons pour lesquelles l'ancien vice-président du Conseil d'État, Jean-Marc Sauvé, a beaucoup fait pour justement la promotion des modes alternatifs, parce qu'il y a vu là le moyen, sinon l'un des moyens par lesquels on pourrait peut-être dissuader les requérants de saisir le juge, ou en tout cas éviter le contentieux. L'autre raison pour laquelle on a cherché à promouvoir les modes alternatifs de règlement des litiges, elle tient aussi peut-être à la raison au fait de vouloir pacifier les relations sociales. Et c'est vrai que peut-être qu'aujourd'hui, plus que jamais, les médiations, notamment, mais pas seulement, permettraient, notamment lorsque les deux parties vont entretenir des liens juridiques ou autres pendant de très longues années, eh bien de pouvoir s'entendre, résoudre une difficulté pour continuer à travailler ensemble. Et c'est précisément la raison d'être de la médiation préalable obligatoire pour les fonctionnaires publics territoriaux, qui ont tout intérêt précisément à trouver un terrain de discussion, un moyen d'échanger, de dialoguer avec l'administration, compte tenu du fait qu'ils vont réaliser leur carrière justement dans ces collectivités territoriales. Donc vous voyez que l'idée, elle est simple finalement, c'est qu'il s'agit d'apaiser les conflits, le traitement de ces conflits, et précisément peut-être que certains contentieux, parmi lesquels on peut citer les contentieux de la fonction publique territoriale, des mesures individuelles des fonctionnaires publics territoriaux, eh bien, s'inscrivent parfaitement dans cette idée. Si les modes alternatifs de règlement des litiges aussi sont très largement promus, c'est parce qu'ils sont supposés avoir toutes les vertus. Les modes alternatifs, on les représente souvent comme le moyen de résoudre rapidement un litige à moindre coût, compte tenu de la modicité de ce procédé qui sera d'ailleurs gratuit pour les agents publics territoriaux par exemple. De la manière, on promeut l'impartialité des médiateurs, on promeut plus largement l'efficacité de leur intervention, leur rapidité, et voire même, et c'est pas inintéressant, leur équité. Parce qu'on aura peut-être l'occasion de vérifier que les médiateurs de la République, pardon, mais c'est un lapsus qui n'est pas inintéressant, on y reviendra tout à l'heure. Ouais, aujourd'hui, Défenseur des droits fait de la médiation aussi, mais dans d'autres cas. Et donc, c'est juste l'occasion ici de dire qu'elle est supposée avoir toutes les vertus, et notamment l'une des vertus essentielles pour les fonctionnaires potentiellement justiciables, c'est la vertu, encore une fois, de la souplesse, de la rapidité, de la modicité, de l'efficacité. Quelles que soient ces vertus supposées, on observe quand même que les modes alternatifs de règlement des litiges ont eu beaucoup de mal à s'acclimater au droit administratif et au litige public, parce qu'on a essayé de promouvoir, par exemple, les recours administratifs préalables obligatoires, on a essayé de promouvoir la conciliation, la médiation, on a même essayé d'encourager le recours à l'arbitrage, mais sans que finalement chacun de ces procédés ne parvienne vraiment à s'installer et à être pérennisé. Et d'ailleurs, ce que l'on peut observer, c'est que certaines expérimentations qui ont été menées par le passé n'ont pas été pérennisées, et je pense notamment à celle par laquelle il s'agissait d'expérimenter un recours préalable obligatoire pour les agents civils de l'État, et qui est une expérience dont je reparlerai, parce que finalement, c'est sur la base de cette expérience qu'on a créé la médiation préalable obligatoire. Et si les modes alternatifs de règlement des litiges n'ont pas réussi à s'acclimater, c'est peut-être aussi parce que les magistrats, les avocats ou même les justiciables n'ont pas adhéré finalement à ce processus. Alors les magistrats, parce que parfois ils craignent de perdre du temps, justement. Les magistrats peuvent aussi craindre que il y ait une certaine inégalité entre les différentes parties au cours de ces processus. Les avocats aussi n'ont pas toujours été favorables à ces procédés, peut-être aussi parce qu'ils ne sont pas suffisamment formés à ces procédés. Et puis les justiciables aussi parce qu'ils ont très souvent craint une forme de partialité de la part soit du médiateur, soit de l'administration lorsqu'il s'agissait de procédés de médiation interne ou de médiation administrative.
Autant dire que voilà, beaucoup d'obstacles sont apparus et paraissaient finalement empêcher tout épanouissement, tout développement des mares. Mais c'était sans compter donc l'intervention du législateur avec la loi du 18 novembre 2016, dite justice du XXIe siècle, qui semble voilà, faire apparaître une nouvelle ère pour la médiation. Alors pour deux raisons. La première, parce que finalement, on va créer un régime particulier à la juridiction administrative et particulier au droit administratif de médiation. On a cherché à très largement encourager la médiation, d'abord en lui permettant de s'appliquer un nombre de litiges assez élevé, assez important. Il s'agit de ne plus limiter le recours à la médiation à certains domaines particuliers. On pourrait penser que demain, la médiation intéressera le droit de l'urbanisme, le droit des mesures de police, les contentieux peut-être électoraux, les dommages de travaux publics, les questions de responsabilité. Donc là, l'idée consiste à ouvrir toutes grandes les portes de la médiation. Et puis on a cherché à proposer un cadre juridique qui soit à la fois source de sécurité pour les différentes parties qui recourent à la médiation et source aussi de souplesse, et d'où l'enjeu qu'il y a eu aussi à proposer plusieurs modalités de médiation. Il existe des médiations qui interviennent à l'initiative des requérants, d'autres qui interviennent à l'initiative du juge. Et puis on a cherché surtout finalement à promouvoir donc la médiation préalable obligatoire. Alors on peut d'ailleurs s'interroger sur les raisons pour lesquelles le législateur a choisi de rendre obligatoire la médiation. L'une des raisons tient tout simplement au bon sens, c'est que sans ce caractère obligatoire, on a tout lieu de penser que les agents publics n'auraient pas précisément recouru à la médiation. Voilà une raison assez simple. Toute la question est celle de savoir si on peut raisonnablement penser de médiation préalable obligatoire, parce que c'est un oxymore, comment finalement obliger les collectivités et les agents à s'entendre. C'est une vraie difficulté. Alors, sauf à penser que malgré tout, la médiation préalable n'est pas si obligatoire qu'elle n'y paraît, parce que on pourrait penser d'abord que les agents publics renoncent, après avoir débuté la médiation, à poursuivre la médiation. On peut très bien l'imaginer de la même manière qu'on pourrait penser aussi que finalement le médiateur mette un terme à la médiation parce qu'il estime que, voilà, que les conditions d'un dialogue équilibré ne sont pas réunies. Donc on commence déjà à percevoir ce qu'est finalement la médiation, d'où la deuxième question, le comment. Quel est le régime de cette médiation? Quelques précisions sur le déroulement et l'issue de la médiation, quelques idées générales. D'abord, le régime procédural donc, se veut assez souple, parce que certes, le recours à la médiation est obligatoire, parce que la médiation doit être réalisée avant que de saisir le juge administratif. Dans l'hypothèse contraire, le juge déclarera le recours irrecevable. Mais finalement, ensuite, ce régime est assez souple parce qu'on a cherché à rendre le recours à la médiation gratuit, et parce que notamment on a cherché à bien articuler la médiation préalable obligatoire avec les recours juridictionnels, de telle sorte que l'un n'empêchera pas l'autre. Il va s'agir finalement de suspendre les délais de recours, de suspendre aussi les délais de prescription. Autrement dit, finalement, la médiation préalable obligatoire, c'est un recours qui n'est pas exclusif d'un recours juridictionnel, étant entendu que néanmoins, il est destiné à éviter le recours juridictionnel. Et donc, cette médiation fait intervenir un médiateur qui est choisi donc par le CDG. Et là, ce qu'on peut observer, c'est combien le législateur a cherché, d'une certaine manière, à conforter les compétences juridiques et d'assistance juridique des CDG, donc qui se voient confier la responsabilité de choisir le médiateur, et plus largement d'ailleurs de définir les modalités d'intervention du médiateur. Et ce médiateur doit, à la lecture de la loi et des décrets qui sont intervenus, eh bien, offrir un certain nombre de garanties. Il doit faire preuve d'impartialité, de compétence, de diligence. Il devra aussi
respecter la confidentialité. Et il faut ici quand même observer que justement plusieurs textes qui ont été adoptés pour certains par les CDG, par le Conseil d'État, sont intervenus pour précisément renforcer et insister sur les garanties déontologiques que le médiateur doit offrir, parce qu'il n'est pas question qu'il donne l'apparence à l'une ou l'autre des deux parties de précisément protéger les intérêts soit de l'agent, soit de la collectivité. Donc il doit faire preuve d'impartialité, de diligence, parce que cette médiation ne doit pas trop durer dans le temps. Et il y a là donc finalement tous les éléments d'une certaine forme de loyauté dont doit faire preuve le médiateur vis-à-vis des parties. Et puis de compétences aussi, parce que finalement, le médiateur doit sans doute techniquement maîtriser les questions qui concernent les contentieux de la fonction publique territoriale, mais il doit surtout maîtriser les techniques de la médiation. Et les médiateurs auront justement l'occasion de nous dire que être médiateur, ça s'apprend justement, ça fait appel à un certain nombre de savoirs, de connaissances, de savoir-être, etc. Donc d'où l'enjeu qu'il y avait pour le pouvoir réglementaire, le législateur, de préciser les obligations déontologiques qui pèsent sur les magistrats. Alors, la médiation peut soit être synonyme d'échec, soit réussir. Elle peut échouer, par exemple, si l'on met un terme de façon anticipée à celle-ci. Donc, le médiateur, comme les différentes parties, peuvent mettre fin de façon anticipée à la médiation. Mais n'oublions pas que cette interruption pourra conduire à la saisine du juge administratif. Et dans le meilleur des cas, donc, la médiation préalable obligatoire peut aboutir à ce que les parties concluent un accord conventionnel. Toute la question, elle est celle de savoir justement dans quelle mesure on va pouvoir qualifier cet accord de transaction ou d'accord conventionnel. Alors c'est subtil, mais on pourra en parler. Et toute la question, c'est de savoir ensuite dans quelle mesure l'Assemblée délibérante, enfin, le conseil municipal de la collectivité va valider ou non l'accord qui a été conclu entre les parties. Et in fine, les parties pourront d'ailleurs revenir devant le juge, pourront, si elles le souhaitent, si l'une d'elles, par exemple, craint que, par exemple, si l'agent craint que la collectivité ne satisfasse pas à son engagement, il pourra saisir le juge administratif pour lui demander d'homologuer, pour lui demander de donner une force exécutoire à cet accord conventionnel. Et c'est donc vous dire, et c'est assez curieux, on aura peut-être l'occasion d'en parler aussi, en vérité, quand on parle de mode alternatif de règlement des litiges, c'est intéressant d'observer que le juge administratif n'est jamais très loin. D'ailleurs, il est à côté de moi. Le juge administratif, il veille au déroulement de la médiation. Il peut d'ailleurs, in fine, finalement valider, homologuer la médiation. Donc, la question que l'on a le droit de se poser, donc, elle est celle de savoir quel est l'avenir finalement de la médiation, d'où cette interrogation, et après. Et en vérité, compte tenu justement de l'histoire que j'ai très brièvement rappelée, on peut se dire que ce nouveau procédé, ce nouveau processus ne pourra pas réussir sans d'une part l'adhésion de tous les acteurs au processus de médiation. Cela veut donc dire qu'il faut faire évoluer les mentalités, parce que si on ne recourt pas aujourd'hui à la médiation, c'est parce qu'en France, on n'a pas la culture de la médiation, on n'a pas la culture du dialogue, on a la culture du conflit, et il ne faut jamais oublier à cet égard d'où nous vient la médiation. Elle nous vient notamment de l'Amérique du Nord, qui a une autre culture, peut-être de la résolution des conflits. Donc ça veut dire qu'il faut changer les mentalités, et donc ça prendra nécessairement beaucoup de temps, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne faut pas y travailler, et donc il faut former les médiateurs, bien sûr, mais il faut former les agents, il faut former les syndicats, il faut former les collectivités, il faut former les magistrats, et puis surtout le CDG, le centre de gestion de la fonction publique, doit, en organisant ces médiations, veiller justement à ce qu'elles donnent toute satisfaction aux différentes parties, en choisissant avec beaucoup de précautions, bien sûr, le médiateur, le lieu dans lequel se déroule la médiation, etc. Et puis, au-delà de ça, surtout, c'est que ce dispositif ne pourra perdurer, voire même être pérennisé, que pour autant
qu'il offrira un certain nombre de garanties, d'éléments de sécurité. Et aujourd'hui, autant dire qu'il y a un certain nombre de questions qui restent encore à résoudre. Quel est le champ véritable d'application de la médiation préalable obligatoire? Parce que même si le décret prévoit 7 domaines dans lesquels la médiation s'applique, il demeure quelques zones quand même d'ombre. De la même manière, les textes ne précisent pas encore très précisément les délais dans lesquels le médiateur doit intervenir. On sait qu'il doit intervenir avec diligence, mais peut-être qu'à terme, on devra préciser ces éléments. Bon, il y en a d'autres, hein, j'en ai ici identifié 2. Et puis surtout, beaucoup de questions aujourd'hui se posent sur l'issue de la médiation, lorsque notamment elle est conclue par une convention, parce que la question que l'on peut raisonnablement se poser, c'est de savoir quid de la confidentialité, dès lors que le conseil municipal va délibérer justement sur l'accord qui a été conclu. Et puis, quid aussi finalement de la sécurité juridique que présente cet accord, parce qu'on sait que le juge pourra être saisi de cet accord et pourra aussi défaire ce qui a été fait par les différentes parties. Donc au-delà, vous voyez, quelques zones d'ombre demeurent, mais je crois que quand même on peut raisonnablement aujourd'hui faire preuve d'optimisme. Il ne faut pas que néanmoins il s'agisse d'un optimisme béat, mais je crois qu'on peut envisager voilà, la médiation préalable obligatoire avec le sourire. Et justement, je voulais faire référence à cet égard un peu à l'expression smile, parce que finalement, ça nous permet, c'est un acronyme qui nous permettrait de nous souvenir de ces modes alternatifs de règlement des litiges, qui doivent présenter des éléments de souplesse, des éléments de modicité, d'impartialité, de loyauté, d'équité. Donc, et peut-être faut-il toujours se souvenir de cet adage, finalement, qu'on connaît tous, selon lequel voilà, il vaut mieux un mauvais accord qu'un bon procès. Et encore une fois, il ne faut peut-être pas oublier que le succès éventuel de cette médiation pourra d'ailleurs peut-être signifier l'élargissement, le développement, voire même la pérennisation de la médiation obligatoire à d'autres domaines que le champ aujourd'hui relativement étroit de la médiation, et d'où finalement l'enjeu que présente la médiation préalable obligatoire pour tous les acteurs finalement aujourd'hui des collectivités territoriales et du droit public. Je vous remercie et je suis prêt bien sûr à échanger sur tous ces points.